Les 9 méthodes pour progresser sur soi chaque jour. Imagine que chaque jour soit une page blanche, prête à accueillir tes efforts pour devenir une meilleure version de toi-même. Le développement personnel n'est pas un sprint, mais un marathon, où chaque pas compte. Pourquoi attendre un déclic alors que tu peux façonner ton avenir dès maintenant? Tu veux progresser, mais te voilà souvent piégé par tes propres hésitations. Ton esprit, parfois ton pire ennemi, te freine au lieu de te pousser. Comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Il est temps de transformer ces jugements en 9 leçons puissantes pour avancer chaque jour. Abonne-toi à notre chaîne Leçons stoïciennes et laisse-nous un like sous cette vidéo. Dis-nous en commentaire quel aspect du stoïcisme t'inspire le plus. Transforme cette page blanche en une toile colorée par la discipline et la constance. Entrons dans la première leçon pour que chaque pas devienne un pas vers ta liberté intérieure. Entrons dans la première leçon, la confusion face au travail sur soi, le cliquetis métallique de la balance, le léger sifflement du chauffage, la lumière crue du plafonnier. Tu montes sur la balance et le chiffre n'est plus celui d'il y a 10 ans, ni celui que tu voulais voir. Tu restes un moment immobile, à fixer ce nombre qui semble juger tes efforts et ton parcours. Le découragement monte, accompagné d'une pensée sourde. Je n'y arriverai jamais. La réaction habituelle, c'est de tout remettre en cause. Tu cherches un nouveau programme, une méthode miracle, ou tu t'accuses de manquer de volonté. Pourtant, cette agitation mentale ne résout rien. Elle entretient la confusion entre ce que tu peux vraiment changer et ce qui échappe à ton contrôle immédiat. Travailler sur soi commence souvent par distinguer nos propres choix des influences extérieures. Les stoïciens appelaient en cela « séparer ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas ». Comme le disait Musonius Rufus, les femmes ont reçu des dieux la même raison que les hommes. Elles doivent donc aussi être formées à la philosophie. Autrement dit, chacun dispose du même outil intérieur, la raison, pour examiner sa part de responsabilité et cesser de s'en vouloir pour ce qu'il ne maîtrise pas. Autre situation. Tu réalises que tu vis depuis des années pour plaire à quelqu'un d'autre. Tes choix professionnels, ta façon de parler ou même ton apparence sont guidés par l'image que tu crois devoir renvoyer. Le résultat est le même qu'avec la balance. Tu confonds travail sur toi et tentative d'obtenir l'approbation d'autrui. Ces moments de confusion peuvent indiquer un besoin de réalignement. Au lieu de t'épuiser à corriger tout ce que les autres pensent ou attendent, concentre-toi sur les gestes concrets qui dépendent réellement de toi. Concrètement, ça veut dire observer tes pensées avant d'agir, identifier une seule action cohérente avec tes valeurs et t'y tenir cette semaine. Pour ces moments d'incertitude, ancrons-nous avec des phrases simples. Je me concentre sur ce que je peux changer. Je ne vis plus pour plaire aux autres. Mon jugement est à moi. Je me recentre sur ce qui m'appartient. Les attentes des autres ne sont pas les miennes. Comme le rappelle Sénèque, nul n'est plus malheureux que celui qui n'a jamais connu le malheur. Concrètement, ça veut dire que c'est en affrontant ces inconforts que tu renforces ton discernement. Le travail sur soi commence donc par une clarification. Savoir où s'arrête ton pouvoir d'action et où commence celui des circonstances ou des autres. Comprendre cela est une chose. L'appliquer à la discipline intérieure en est une autre. Gravissons la deuxième leçon, l'épreuve de la discipline intérieure. Le bip des codes barres, la file derrière toi, ton hésitation devant le terminal, ta carte bancaire est refusée en caisse alors que tu sais que le compte est approvisionné. Le caissier attend, les regards s'accumulent et tu sens la chaleur monter dans ta nuque.
Ce moment banal devient soudain une épreuve de calme face à l'imprévu. La plupart du temps, on réagit par agacement ou panique. On vérifie 10 fois son téléphone, on s'excuse trop ou on rejette la faute sur la machine. Mais cette agitation ne change rien. Elle ajoute du stress à une situation déjà inconfortable et laisse une trace d'irritation inutile. La patience est une vertu essentielle pour surmonter les imprévus de la journée. C'est là que commence la discipline intérieure. Apprendre à ne pas se laisser remporter par ce qui échappe à ton contrôle. Comme le disait Épictète, ne demande pas que les événements arrivent comme tu le veux, mais veuille qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. Autrement dit, tu gagnes en sérénité quand tu acceptes l'événement au lieu de lui résister inutilement. Autre scène, tu dois exécuter une tâche simple au travail, mais tout semble te glisser des mains. Les autres avancent sans effort apparent, et toi tu te sens incapable face à ce qui paraît évident pour eux. Tu doutes de ta compétence et cherches à masquer ton trouble plutôt qu'à respirer et recommencer calmement. La discipline se forge dans des moments d'épreuve. Au lieu de juger tes émotions ou de t'en vouloir pour ton trouble, observe-les sans t'y accrocher. Concrètement, ça veut dire marquer une pause avant de réagir, replacer ton attention sur ce que tu peux faire maintenant et non sur ce que les autres penseront. Je garde mon calme dans les moments stressants devient alors un exercice pratique, pas une simple phrase. En cas de difficulté, ces phrases peuvent t'aider. Je garde mon calme sous pression. Je fais preuve de patience. Ce n'est qu'un contretemps. Je me concentre sur ma réaction. Je respire et je pense clairement. Comme le rappelle Sénèque, tout nous est étranger sauf le temps. Concrètement, ça veut dire que chaque instant perdu à s'énerver t'éloigne du seul bien véritablement tien, ton usage du moment présent. La discipline intérieure n'est donc pas un état parfait, mais un entraînement constant face aux imprévus quotidiens. Ce principe éclaire déjà beaucoup. Il prend tout son sens quand on l'applique à la résistance intérieure qui soutient nos décisions quotidiennes. Ouvrons la troisième leçon. Quand la résistance intérieure s'affirme, le tic-tac de ton écran verrouillé, la sonnerie du micro-ondes, les voix étouffées de la télévision du voisin, un commentaire anonyme sous ta photo te décrit d'une phrase cruelle et tu ne peux plus te la sortir de la tête. Tu relis ces mots encore et encore, comme s'ils détenaient une vérité sur toi. Ce regard d'un étranger s'impose dans ton esprit jusqu'à troubler ta propre image. La réaction habituelle, c'est de vouloir répondre, prouver que ce jugement est faux ou injuste. Tu engages alors une lutte contre un inconnu qui n'a rien à perdre, tandis que toi, tu t'épuises à défendre ton estime. Ce réflexe échoue parce qu'il te fait dépendre d'une approbation extérieure que tu ne contrôles pas. Les jugements d'autrui ne doivent pas définir notre perception de soi. Le stoïcien rappelle que ce n'est pas l'événement qui trouble, mais l'idée que tu t'en fais. Comme le disait Musonius Rufus, plus nous résistons à la tentation du plaisir, plus nous devenons dignes de la liberté. Autrement dit, refuser le plaisir immédiat d'une riposte ou d'une justification t'apprend à rester libre face aux paroles des autres. Le glissement des touches du clavier, le ventilateur du portable qui s'emballe, le silence de la maison endormie. Tu relis pour la 7e fois ton mail avant de l'envoyer, paralysé par la peur d'être mal compris. Ton exigence devient une prison. Tu veux éviter toute critique avant même qu'elle n'existe. Le doute ne vient plus des autres, il vient de toi. La résistance intérieure prend souvent racine dans nos propres jugements. Au lieu de chercher à éliminer toute erreur possible, concentre-toi sur l'intention juste de ton message. Concrètement, cela signifie envoyer ce mail quand il exprime fidèlement ta pensée, même imparfaite. Je choisis comment interpréter les mots des autres, et aussi les miens. Pour ces moments de doute, voici quelques rappels. Ce n'est pas l'événement, c'est mon jugement. Je choisis comment je réagis. Les mots des autres ne me définissent pas pas. Je suis maître de ma perception. Je reste serein face à la critique.
Comme le rappelle Épictète, aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Concrètement, ça veut dire que ta liberté commence au moment où tu décides quelle valeur donner à ce qui t'atteint. Résister intérieurement ne consiste pas à ignorer les autres, mais à garder ton pouvoir d'interprétation entre tes mains. Comprendre cela est une chose, l'appliquer à tes relations quotidiennes en est une autre. Franchissons la 4e leçon, la révélation d'un soi inexploré. Le crissement des pneus sur le gravier, le bruit du moteur qu'on éteint, le claquement de la portière. Tes parents âgés te reprochent de ne pas venir plus souvent, et tu sais qu'ils ont raison. Leur regard mélangé de tendresse et de déception te serre un peu la poitrine. Tu te justifies intérieurement par ton emploi du temps chargé, mais au fond, tu ressens une gêne familière, celle d'avoir évité une vérité inconfortable. La réaction habituelle, c'est de se défendre ou de détourner la conversation pour ne pas avoir à affronter ce malaise. Tu cherches des excuses ou tu minimises leurs remarques pour préserver ton image. Mais ce réflexe t'empêche d'apprendre quelque chose sur toi-même et la situation se répète sans jamais évoluer. La prise de conscience de ses propres défauts est une étape vers la maturité. Reconnaître qu'on a déçu ou négligé quelqu'un demande de l'humilité, mais c'est aussi un moyen d'élargir sa lucidité sur soi. Comme le disait Marc Aurèle, tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Autrement dit, tu ne maîtrises pas leurs reproches, mais tu peux choisir d'en faire une source d'apprentissage plutôt qu'une blessure. Un proche te dit une vérité désagréable qui te touche en plein cœur. Ce n'est pas dit méchamment, mais ça vise juste un défaut que tu reconnais sans vouloir l'admettre. Tu sens ta gorge se serrer et ton instinct veut répondre sèchement pour reprendre le dessus. Pourtant, cette tension montre surtout qu'il y a là un terrain à explorer en toi. Accepter des vérités inconfortables peut mener à une meilleure connaissance de soi. Au lieu de fuir les remarques qui dérangent, écoute-les jusqu'au bout et demande-toi ce que tu peux en tirer. Concrètement, ça veut dire observer ta première réaction, défense ou rejet, puis choisir consciemment d'écouter sans interrompre. Cette attitude simple transforme une critique en miroir utile. Quand il est difficile d'accepter la vérité, ces phrases peuvent aider. J'apprends de ce qu'on me dit. Je suis ouvert aux vérités difficiles. Je prends conscience de mes limites. Je transforme la critique en leçon. Je grandis grâce à l'humilité. Comme le rappelle Marc Aurèle, ne t'inquiète pas de ce que les autres pensent de toi. Inquiète-toi de ce que toi, tu penses d'eux. Concrètement, ça veut dire que ton jugement intérieur compte plus que l'image que tu veux sauver. J'apprends des vérités même si elles sont dures. Accepter ces moments où l'orgueil pique un peu ouvre la voie à une version plus honnête de toi-même. Comprendre cela est une chose, l'appliquer dans chaque échange important en est une autre. Découvrons la 5e leçon. Quand l'effort quotidien devient lumière. La pluie qui tombe sur ton balcon, la télévision qui murmure dans le salon vide, ton téléphone posé près de ta tasse. C'est dimanche soir, tu n'as vu personne de toute la journée. Et le téléphone n'a pas sonné une seule fois. Tu repenses à ce que tu n'as pas fait, à ce que tu aurais pu faire mieux. Le silence devient lourd, presque accusateur. Souvent, dans ces moments-là, tu cherches à combler le vide. Un écran, une tâche inutile, une inquiétude que tu ressasses pour ne pas sentir l'inaction. Mais cette agitation n'efface rien. Elle te laisse juste plus fatigué et plus insatisfaite encore, comme si chaque geste sans but t'éloignait un peu plus de toi-même. La persévérance solitaire peut révéler une force cachée. Le principe est simple. Fais ta part avec soin, puis lâche ce qui ne dépend plus de toi. C'est le cœur même de l'équilibre stoïcien entre effort et détachement. Comme le disait Sénèque, il ne faut pas lire beaucoup, mais lire peu et bien. Autrement dit, ce n'est pas la quantité d'actions qui compte,
mais la qualité de ton engagement dans chacune. Les cliquetis du clavier, la barre de progression qui reste figée, la nuit qui tombe derrière la fenêtre. Le site de la préfecture plante pour la 5e fois, alors que ton dossier doit être déposé avant minuit. Tu ressens cette impuissance familière face à une machine bloquée et des délais absurdes. Pourtant, ce moment aussi peut devenir un exercice d'endurance tranquille. Ces moments de solitude et d'impuissance peuvent avoir une lueur d'espoir. Au lieu de lutter contre ce que tu ne maîtrises pas, fais simplement ta part du mieux possible avant d'accepter la réimposer. Concrètement, ça veut dire t'appliquer tant que l'action dépend de toi, puis te reposer sans culpabilité quand elle échappe à ton contrôle. Pour transformer l'effort en lumière, utilisons ces phrases. Je fais de mon mieux, puis je lâche prise. La solitude est une chance de réflexion. Je persévère malgré les obstacles. Chaque tâche a sa lumière. Je vois l'effort comme une opportunité. Comme le rappelle Musonius Rufus, s'habituer au froid, au chaud, à la soif, à la faim, à la nourriture simple, à la couche dure, à s'abstenir des plaisirs, voilà ce qui forge l'endurance. Concrètement, ça veut dire que chaque difficulté quotidienne est un entraînement silencieux pour ton esprit. Quand tu comprends cela, même les journées stériles prennent un sens. Elles deviennent des terrains d'entraînement pour ta constance et ta paix intérieure. Ce principe éclaire déjà beaucoup. Il prend tout son sens quand on l'applique à la vertu de patience dans le processus de transformation. Apprenons de la 6e leçon, la vertu de la patience dans la transformation. Les basses qui font vibrer les murs, l'écho des rires dans la cage d'escalier, le réveil qui indique 1h42. Ton voisin fait une fête bruyante jusqu'à 2h du matin alors que tu te lèves tôt. Tu regardes le plafond en espérant que le calme revienne, mais chaque éclat de voix relance ta colère. Tu sens la fatigue s'installer avant même que la journée ne commence. Souvent, dans ces moments-là, on se tend. On frappe contre le mur ou on écrit un message irrité. On croit défendre son repos, mais en réalité, on abandonne sa paix intérieure au vacarme extérieur. Cette réaction échoue parce qu'elle donne à l'autre le pouvoir de troubler ton esprit. Trouver la paix intérieure malgré le chaos extérieur demande une grande maîtrise de soi. Les stoïciens appelaient cela garder son calme dans le tumulte, rester maître de ses réactions quand tout s'agite autour. Comme le disait Sénèque, remets toute chose et tu ne trouveras jamais de temps. Autrement dit, si tu attends que tout soit parfait pour être tranquille, tu ne connaîtras jamais la tranquillité. C'est maintenant qu'elle s'apprend. Le ronronnement sourd du métro, le bruit des talons sur le quai carrelé, l'écho métallique des annonces qui se chevauchent. Dans le métro bondé, quelqu'un te pousse et t'accuse d'avoir poussé en premier. Tu ressens l'injustice monter comme une chaleur immédiate. Mais là encore, ce n'est pas l'événement qui te trouble, c'est ta réponse à cet événement. Face au bruit et au désagrément, la patience est essentielle. Au lieu de vouloir faire taire le monde entier, concentre-toi sur ta respiration et ton attitude. Concrètement, ça veut dire observer ton irritation sans agir tout de suite. Plus tu repousses l'impulsion de réagir violemment, plus ton calme devient solide. En cas d'agitation, voici des phrases pour rester serein. Je garde mon calme, peu importe le bruit extérieur. La patience est ma force. Je reste serein, même dans le tumulte. Les autres ne modifient pas ma paix. Je respire et je me recentre. Comme le rappelle Sénèque, personne ne devient bon par hasard. Il faut l'apprendre. Concrètement, ça veut dire que chaque perturbation est une occasion d'exercer cette compétence plutôt qu'un obstacle à supporter. Apprendre à rester patient face au bruit ou à l'injustice n'est pas une résignation, mais un entraînement quotidien à la maîtrise de soi. Ce principe éclaire déjà beaucoup. Il prend tout son sens quand on l'applique à la manière dont nous faisons face à nos échecs. Relevons la 7e leçon. Les vertus cachées de l'échec. La musique d'attente en boucle. Le souffle de ta respiration sur le combiné.
la chaise qui grince sous toi. Tu es en attente au téléphone depuis 47 minutes avec le service client et on te raccroche au nez. Tu fixes l'écran, incrédule. L'agacement monte, accompagné d'un sentiment d'impuissance. La réaction habituelle, c'est de ressasser cette injustice ou de s'emporter contre un inconnu qui n'en sait rien. Tu perds encore du temps et ton calme pour quelque chose que tu ne peux pas changer. Ce réflexe ne soulage rien, il t'enferme dans la frustration. Ce que l'on perçoit comme un échec peut être une occasion d'apprentissage. Les stoïciens voyaient chaque contrariété comme un test, non pour juger ta valeur, mais pour t'entraîner à mieux répondre au monde. Comme le disait Sénèque, le feu éprouve l'or, l'adversité éprouve les hommes courageux. Autrement dit, c'est dans ces moments inutiles en apparence que tu apprends à ne plus dépendre des circonstances. Le bruit mat des assiettes qu'on empile, le robinet qui coule, le rire qui s'éteint dans la pièce d'à côté. Un ami te demande un service qu'il oubliera de te rendre, comme toujours, et tu le sais en disant oui. Tu sens la lassitude se mêler à la résignation. Pourtant, c'est ce même terrain d'injustice répétée qui peut t'apprendre la patience et les limites saines. Les échecs nous donnent souvent des leçons inattendues. Au lieu de t'arrêter sur ce que tu perçois comme une perte de temps ou une déception personnelle, observe ce que cette situation révèle de ton endurance et de tes attentes. Concrètement, choisis d'en tirer une compétence, la clarté dans tes limites ou la maîtrise de ton attention pendant l'attente. Dans l'échec, ces phrases peuvent éclairer notre pensée. Je vois chaque échec comme une leçon. L'échec me rend plus résilient. J'apprends même dans l'attente. Je tire du positif de chaque situation. Chaque épreuve m'enseigne quelque chose. Comme le rappelle Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la façon dont tu y réagis. Concrètement, ça veut dire que ta dignité se mesure à ta réponse bien plus qu'au résultat obtenu. Reconnaître ces vertus cachées transforme ta manière d'aborder les revers. Ils cessent d'être des murs et deviennent des miroirs. Ce principe éclaire déjà beaucoup. Il prend tout son sens quand on l'applique à nos décisions quotidiennes. Recentrons-nous sur la 8e leçon. Éclairer son chemin avec sagesse. L'écran qui s'illumine, le silence du bureau vide, le parking qui se vide derrière la vitre. Le mail du chef tombe à 17h58 un vendredi. Réunion critique ajoutée, lundi 8h. Tu fixes la notification, partagée entre lassitude et tension. L'odeur du café froid sur ton bureau te rappelle que la journée est finie depuis longtemps. La réaction habituelle, c'est de ruminer tout le week-end. Tu anticipes les reproches, tu t'épuises à imaginer ce que tu diras. Mais cette agitation mentale ne prépare rien de concret. Elle te vole seulement ton repos et alimente ton anxiété. Utiliser la sagesse pour naviguer à travers les obstacles et critiques injustes, c'est comprendre que ta paix dépend de ta clarté intérieure. Éclairer son chemin avec sagesse revient à distinguer ce qui mérite ton énergie de ce qui n'en mérite pas. Comme le disait Musonius Rufus, la vertu n'est pas seulement un savoir, c'est une pratique. Autrement dit, ce n'est pas en connaissant la sérénité qu'on la vit, mais en agissant chaque jour selon elle, même dans les détails banals. Autre contexte, tu reçois une critique publique injustifiée lors d'une réunion d'équipe. Les mots sont secs, prononcés devant tous. Ton premier réflexe serait de te défendre immédiatement ou de bouillonner en silence. Pourtant, l'instant décisif se joue avant ta réponse, dans la manière dont tu choisis d'interpréter cette attaque. Trouver la sagesse dans la gestion des imprévus peut transformer notre approche. Au lieu de répondre sous l'effet du choc ou du besoin d'avoir raison, prends un temps pour respirer et observer les faits réels. Concrètement, ça veut dire séparer l'émotion du message et reformuler calmement ce que tu comprends avant d'agir. Ce simple décalage te rend maître de ton attitude. Pour avancer avec sagesse, ces phrases sont utiles. Je choisis la sagesse face aux défis. Je réagis calmement aux imprévus. Les critiques ne définissent pas ma valeur.
J'avance malgré les obstacles inattendus. Je reste centré face à l'adversité. Comme le rappelle Marc Aurèle, dès le matin, dis-toi d'avance. Je rencontrerai un indiscret, un ingrat, un insolent, un traître, un envieux, un insociable. Concrètement, ça veut dire que prévoir l'imprévu te rend moins vulnérable à la surprise et plus libre dans ta réaction. La sagesse ne s'improvise pas. Elle se cultive dans chaque petit choix face aux contrariétés du quotidien. Comprendre cela est une chose. L'appliquer à nos relations exigeantes en est une autre. Clôturons avec la dernière leçon, la paix intérieure comme ultime vérité. L'écho du haut-parleur, le clignotement du panneau d'affichage, le silence qui s'installe. Ton train est annulé sans explication, le quai se vide, tu restes seul avec ta valise. Autour de toi, les gens s'agitent, râlent, cherchent une alternative. Tu sens la tension monter dans ton corps, ce mélange d'impatience et d'injustice face à une situation que tu ne contrôles pas. La plupart des gens réagissent en cherchant un coupable ou en se laissant envahir par l'agacement. Ils croient qu'exprimer leur frustration calmera la pression intérieure, mais cela ne fait qu'ajouter une couche d'agitation à une situation déjà bloquée. Au lieu de trouver une solution, ils nourrissent leurs propres troubles. La véritable paix vient de notre capacité à ne pas être perturbé par les événements extérieurs. Le stoïcien apprend que son équilibre dépend de sa réponse, pas des circonstances. Comme le disait Sénèque, la plus noble des vengeances est de pardonner. Autrement dit, renoncer à réagir par la colère te libère du poids que les autres ou les situations imposent. C'est un choix conscient de ne pas laisser l'extérieur diriger ton intérieur. Plus tard, tu ressasses une remarque blessante entendue il y a des semaines. Tu repenses à chaque mot, chaque ton employé, comme si revivre cette scène pouvait en changer l'issue. Pourtant, la personne qui t'a blessé a probablement déjà oublié ce moment. C'est toi seul qui entretiens la douleur en lui redonnant vie. La paix intérieure n'est pas dépendante des circonstances extérieures. Au lieu de chercher à effacer ce qui a été dit, choisis d'observer sans t'y accrocher. Concrètement, ça veut dire respirer avant de répondre mentalement, puis ramener ton attention sur ce que tu fais maintenant. Cette pause volontaire t'apprend que ton calme n'a pas besoin d'approbation extérieure pour exister. Pour atteindre la paix, voici quelques rappels utiles. Je trouve la paix en moi, pas autour de moi. Les événements n'affectent pas ma tranquillité. Je suis maître de ma paix intérieure. Le calme est en moi, peu importe l'extérieur. Je lâche ce qui ne dépend pas de moi. Comme le rappelle Sénèque, il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Concrètement, ça veut dire que sans direction claire, celle de ton propre calme, tu seras toujours ballotté par les circonstances. Comprendre cela revient à reconnaître que tout commence dans ta manière d'accueillir ce qui arrive. Cultiver ta paix intérieure n'est pas un luxe, mais une discipline quotidienne. Elle se construit quand rien ne va comme prévu, autant que lorsque tout semble facile. C'est ici que s'achève notre voyage stoïcien, là où le vrai contrôle commence en toi-même. Freddy. Tout au long de cette quête, nous avons compris que le véritable travail sur soi ne se limite pas à des moments d'introspection isolés, mais qu'il se construit dans la constance, dans chaque geste et chaque pensée alignée avec nos valeurs. En avançant pas à pas, tu as appris à canaliser ton énergie vers ce qui compte réellement, ton évolution intérieure. La discipline n'est plus une contrainte, elle est devenue ton allié silencieuse, celle qui t'aide à façonner une version plus solide et plus apaisée de toi-même. Aujourd'hui, tu te tiens face à une nouvelle réalité, celle d'une personne capable d'honorer le temps comme un bien sacré et de rester centré malgré les turbulences. Comme le rappelait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Cette mentalité inébranlable est la marque du stoïcisme appliqué au quotidien.
Une force tranquille née du développement personnel authentique et du courage d'affronter ses propres limites. Si cette vidéo t'a inspiré à travailler sur toi et à poursuivre ce chemin de transformation, rejoins la communauté des esprits déterminés en t'abonnant à la chaîne Leçon stoïcienne. Partage en commentaire la leçon qui a le plus résonné en toi aujourd'hui. Ta réflexion pourrait être l'étincelle dont quelqu'un d'autre a besoin pour avancer sur sa propre voie. Chaque interaction nourrit notre cercle de croissance et renforce notre engagement commun envers la sagesse pratique. Souviens-toi, le stoïcisme n'est pas une théorie, c'est un art de vivre. Continue d'honorer le temps, cultive ta discipline et avance avec cette mentalité inébranlable qui fait naître les véritables transformations. À demain pour une nouvelle leçon, et d'ici là, reste maître de toi-même.